Bonjour, ici Tammy Cabage, je suis le responsable du trading de la TKL Trading School et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo inédite sur les indicateurs techniques. Dans cette vidéo, je vais essentiellement aborder le RSI qui est un indicateur que j'utilise depuis plus de 15 ans avec succès. Beaucoup trop de traders critiquent un peu hâtivement les indicateurs techniques. À mon sens, c'est parce qu'ils ne les maîtrisent pas du tout. Certains experts, et non des moindres, vont jusqu'à dire qu'ils ne servent à rien. Qu'en est-il vraiment? Bien, une chose est sûre, j'utilise ces indicateurs depuis plus de 15 ans et ils m'ont aidé à anticiper de nombreux retournements majeurs et à battre les meilleurs gourous de la planète. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un polytechnicien pour appréhender cette méthode. Cette méthode est simple, mais d'une efficacité redoutable, et c'est la raison pour laquelle je l'utilise depuis aussi longtemps. Je vous livre rapidement un petit extrait de mes anticipations. Grâce aux indicateurs techniques, j'ai réussi à anticiper le crack de 98, la fameuse crise russe, le crack de mars 2000, le crack des valeurs technologiques, le crack du 11 septembre 2001. J'étais d'ailleurs l'un des seuls de la place de Paris à anticiper la baisse. Tous les analystes techniques de la place étaient très haussiers, à tel point qu'un ami gérant m'appelle à l'époque pour me demander pourquoi es-tu si baissier alors que tous les analystes techniques sont haussiers. Et je lui ai répondu la chose suivante. Tous mes indicateurs techniques sont baissiers et j'accorde beaucoup plus de crédit à ce que me disent mes indicateurs plutôt qu'aux propos tenus par certains experts. J'adore d'ailleurs ces situations où il y a un consensus. C'est-à-dire tout le monde est haussier ou tout le monde est baissier. Parce que c'est généralement les situations les plus explosives. Quand tout le monde est positionné dans un sens, si les indicateurs techniques vous disent le contraire, faites confiance à vos indicateurs. Je vais marteler ce principe, mais je pense qu'il est d'une importance considérable. J'ai également anticipé le retournement majeur de 2003, la crise des subprimes en 2007. On verra pourquoi juste après. Je vais passer en revue plusieurs cas d'école. Je ne vais pas tout passer en revue, mais je vais tout de même vous montrer la puissance et la pertinence de ces indicateurs techniques, du RSI en particulier. Je vais vous révéler la puissance du RSI et je vais vous montrer comment je l'utilise concrètement sur les marchés. D'accord? Donc, accrochez-vous, ça va commencer. Première grande partie. Dans cette première partie, je vais justement revenir rapidement sur les règles de base que vous devez impérativement maîtriser. L'expérience, et j'insiste bien sur la notion d'expérience. L'expérience m'a prouvé qu'il ne fallait pas faire trop compliqué. La simplicité est souvent gage d'efficacité. Ceux qui ont recours à des méthodes trop sophistiquées, trop compliquées, etc., souvent leur performance est nulle. D'accord? J'enseigne à mes étudiants l'importance d'utiliser quelques indicateurs techniques que l'on maîtrise parfaitement, plutôt que de vouloir utiliser tous les indicateurs techniques de la planète, de multiples indicateurs avec des signaux peu fiables. En trading, encore une fois, la régularité est déterminante. Si vous voulez réussir, vous devez être régulier. Donc pour votre performance, je vous recommande vivement d'utiliser régulièrement la même méthode au lieu de vous éparpiller et de recourir à de multiples méthodes. Bien sûr, vous devrez vous assurer que votre méthode est performante. Donc, il y a des recherches à faire, des tests, etc. dans ce sens. Néanmoins, vous devrez, si vous voulez vraiment progresser, utiliser la même approche régulièrement. D'accord? Autre point important, il est vrai que les indicateurs techniques sont un élément essentiel dans mon approche, mais ce n'est pas le seul. Mon but, et je pense que c'est important d'insister dessus, n'est pas de travailler les certitudes, mais les probabilités. Je recherche des configurations qui ont une forte probabilité de se dessiner, pas une situation qui a une chance de 100% de se réaliser, c'est impossible. Et donc, dans mon diagnostic de marché, je fais appel au chartisme, les figures chartistes, les supports, les résistances, les double bottom, etc., les bougies japonaises. Je trouve que c'est un outil qui, lorsqu'il est bien utilisé, est extrêmement puissant.
Les indicateurs techniques, je n'en utilise pas énormément. Le RSI, le stochastique, parfois le MACD, quelques moyennes mobiles et basta. La cyclicité des marchés. Autre point, l'approche contrariante, hein, ce dont je vous parlais juste avant. C'est quoi cette approche contrariante? C'est que j'aime bien combiner les indicateurs techniques avec le sentiment dominant sur les marchés. Et donc, si tous les opérateurs de la planète sont pessimistes, ou 2/3 des opérateurs sont pessimistes, si vous avez les meilleurs gourous de la planète qui vous disent c'est rouge, eh bien, je regarde mes indicateurs techniques pour rechercher du vert. D'accord? Et donc, si mes indicateurs techniques sont positifs, je sais que c'est un magnifique signal d'achat. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de se tromper. Donc, maîtriser toutes ces dimensions vous permettra clairement de faire la différence sur les marchés. Vous ne ferez pas partie du top 5%, parce qu'il y a également la dimension psychologique, la régularité, etc. Mais ça vous permettra tout de même de faire partie du top 20, c'est-à-dire être capable d'anticiper mieux que les pros, mieux que les gourous. D'accord? C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant en trading. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc, pour faire simple, les indicateurs techniques sont un indicateur de vitesse. Ils calculent la vitesse du mouvement en cours et permettent de repérer les phases d'essoufflement. Autrement dit, hein, pour imaginer un petit peu mes propos, lorsque je lance un objet en l'air, sa vitesse est maximale au départ. Puis, cette vitesse, elle diminue, hein, donc l'objet ralentit. Et la vitesse devient nulle au sommet, au plus haut. Eh bien, les indicateurs techniques permettent effectivement de traquer la même chose. Lorsque le marché s'essouffle, on peut constater que les indicateurs techniques perdent de la vitesse et se retournent à la baisse. Et cela nous indique souvent l'imminence d'un retournement. D'accord? Donc, vous devez prendre conscience que les prises sont essentiellement influencées par des facteurs psychologiques et que sur les marchés boursiers, les émotions passent souvent d'un excès à un autre. On peut très rapidement passer d'une phase d'euphorie lors des bulles spéculatives, donc bulles spéculatives, tout le monde est euphorique, tout le monde achète, à une phase de panique durant les cracks. D'ailleurs, le crack, il s'explique comment? Il s'explique par l'euphorie qui a précédé. Durant l'euphorie, tout le monde achète, tout le monde se précipite, certaines personnes s'endettent même. Et lorsque le marché se retourne, elles se retrouvent piégées avec de grosses positions et des pertes qui s'amplifient à mesure que le marché recule. D'accord? Donc, pour bien comprendre les indicateurs techniques, vous devrez impérativement maîtriser la psychologie humaine qui est à mon sens effectivement fondamentale. D'accord? En analyse chartiste, il est possible d'anticiper un retournement. Mais il faut pour cela que le marché dessine un nouveau plus haut, plus élevé que le précédent et que ce niveau soit dépassé pour valider un renversement effectif. Alors, ici, on va étudier concrètement comment anticiper un retournement en analyse chartiste. Là, on a une tendance baissière qui est clairement baissière. Le marché casse la ligne de tendance et dessine un point bas supérieur au précédent. Le dernier point haut est également supérieur au précédent point haut. On a ensuite la cassure du précédent point haut qui marque le renversement effectif de la tendance baissière. D'accord? On passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. C'est effectivement un bon signal. Le problème, c'est que c'est un signal retardé qui nous fait rater une part importante du mouvement. Or, nous le savons bien, en trading, il est important d'anticiper. Donc, ce signal retardé qui nous fait rater une part importante du prochain mouvement, eh bien, constitue un manque à gagner considérable, mais également, si vous êtes en position et vous voulez sortir, il faut attendre la cassure du précédent point haut. Bref, il faut attendre beaucoup trop de temps et le temps, c'est de l'argent sur les marchés. Donc, les indicateurs techniques, et je dirais que c'est leur point fort, les indicateurs techniques permettent justement d'anticiper ces retournements beaucoup plus tôt. Donc, je reviens ici rapidement sur les propriétés du RSI. Le RSI permet de détecter un retournement de tendance au tout début, grâce aux divergences baissières et haussières.
Il permet également de rentrer dans une tendance haussière ou baissière au bon moment grâce au repérage des supports résistance, la notion de zone de neutralité que je vais étudier juste après. D'accord? D'ailleurs, juste pour info, je reçois énormément de questions sur les paramètres que je privilégie pour le RSI. Rassurez-vous, ils sont très simples. J'utilise généralement 21 périodes, quelle que soit l'unité de temps, c'est-à-dire que vous soyez sur de l'hebdomadaire, du journalier, du mensuel, de l'horaire, du 15 minutes, du TIC, le RSI 21 est parfait. Vous pouvez parfois effectivement utiliser le 34, j'ai parfois recours au 34 quand effectivement le 21 n'est pas suffisamment clair, mais en règle générale j'utilise le RSI 21. Et puis effectivement, ce RSI 21, je l'applique au plus haut, augmenté du plus bas, augmenté de 2 fois la clôture, divisé par 4. C'est très simple. Vous pouvez le retrouver sur le logiciel d'analyse technique ProRealTime, mais également sur d'autres logiciels, je suppose. Et effectivement, c'est comme ça que je calcule le RSI. Donc vous voyez, c'est une formule très simple, rien de très compliqué. La divergence, ce concept de divergence qui à mon sens est extrêmement important. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une déconnexion entre l'évolution des cours et celle de l'indicateur. C'est-à-dire que les cours continuent de progresser alors que le RSI ou l'indicateur ne parvient pas à dessiner un nouveau plus haut. Donc il y a une déconnexion. D'un côté, on a le titre qui progresse ou qui décline fortement, et de l'autre, l'indicateur qui diverge, donc qui ne vient pas appuyer la hausse en cours. Et ça signifie un épuisement du mouvement en cours. Ici, nous allons étudier une divergence baissière sur le dollar-yen. Donc sur le dollar-yen, on voit un marché haussier qui est évident. Et on voit sur les plus hauts, le marché qui dessine un point haut légèrement supérieur au précédent. Mais sur le RSI, on voit que le dernier point haut est largement inférieur au précédent point haut, au premier point haut, ce qui effectivement constitue une divergence baissière. Et cette divergence baissière est validée en cassure de la zone de neutralité des 50%. Vous voyez cette ligne qui passe par les précédents points bas? Eh bien, cette ligne, en étant cassée, valide un signal vendeur. Et vous voyez que dès qu'elle est cassée, on a une forte baisse, un rebond en 3, et puis une accélération baissière. D'accord? D'ailleurs, pour ceux qui effectivement aiment bien le swing trading, en 3, on avait un niveau extrêmement pertinent pour jouer la baisse, d'accord, pour shorter le marché, parce qu'on avait un point haut, un risque faible, un potentiel assez élevé. Nous allons à présent étudier la divergence haussière. Donc la divergence haussière, c'est l'inverse. Le marché baisse fortement, dessine un nouveau point bas, tandis que le RSI ne dessine pas de nouveau point bas, donc il diverge par rapport aux cours boursiers. Donc l'oscillateur dessine une tendance haussière alors que les cours continuent de baisser. La validation de la divergence, c'est en cassure de la zone de neutralité des 50%. Et comme on peut le constater effectivement sur le CAC 40, cela a validé un superbe signal acheteur. Nous voyons également une figure graphique en double bottom qui a été validée. Et cette cassure, effectivement, on aurait pu l'anticiper. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. On aurait pu l'anticiper avec l'indicateur technique. C'est-à-dire que l'indicateur technique a validé la divergence avant même la validation de la figure chartiste. Donc, pour revenir sur le résultat précédent, quand je vous parlais des signaux qui sont retardés avec l'analyse chartiste, grâce aux indicateurs techniques, vous pouvez anticiper des mouvements chartistes ou des signaux chartistes. Et vous savez que c'est effectivement très puissant. Pourquoi? Parce que le signal chartiste, tout le monde le connaît, tout le monde va en profiter. Et donc lorsque le mouvement aura accéléré, il sera déjà trop tard. Mais vous aurez la chance d'être déjà dedans, d'être déjà positionné, ce qui n'est pas négligeable. Attention, attention, attention. Vous devrez recourir de manière prudente aux divergences. Elles sont uniquement valables dans un marché suracheté ou survendu. Il faudra donc attendre
que le signal soit validé avant de se positionner. Et je peux effectivement vous dire que c'est quelque chose de très très important et qu'on néglige très souvent. Vous devrez prendre vos précautions lors du recours aux divergences. Je vois trop souvent des débutants faire n'importe quoi avec les indicateurs techniques et c'est la raison pour laquelle vous devrez recourir de manière prudente aux divergences. Alors il y a un autre concept que j'aime beaucoup qui est la zone de neutralité. C'est un concept extrêmement puissant que j'utilise depuis de nombreuses années. Il permet de repérer avec une efficacité redoutable les supports et les résistances. Comment? Eh bien, on va l'étudier de suite. Ici, on a une tendance haussière sur le titre vivandier. Le titre progresse de manière assez harmonieuse, dessine des points bas de plus en plus hauts. Et on note effectivement cette zone de neutralité sur le RSI autour des 40-50% qui sert de support. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le RSI se pose sur la zone de neutralité, le titre rebondit. Ici et là. Donc effectivement, cette zone constitue un support majeur. Et je ne triche pas, parce qu'effectivement, on peut le retrouver aussi bien à long terme qu'à court terme, etc. C'est un signal qui est magnifique, qui est extrêmement puissant, et que si on sait bien l'utiliser, si on sait bien le travailler, il peut effectivement augmenter la probabilité de réalisation de nos trades. On retrouve également cette zone de neutralité dans les marchés baissiers. Dans les marchés baissiers, c'est l'inverse. C'est le RSI qui va buter contre cette zone de neutralité et à chaque fois, ça va nous donner un point haut que l'on pourra vendre à découvert pour une action. Ici, la pertinence et la puissance du RSI, mais également du stochastique, on va la repérer avec le titre Apple. On voit un titre qui dessine une tendance haussière et le RSI qui vient se poser sur la zone de neutralité qui nous donne un point bas qui est magnifique, qui correspond d'ailleurs avec un support, un chiffre rond autour des 90. Les chiffres ronds sont également extrêmement puissants, extrêmement pertinents et vous voyez également qu'il s'agit d'un pullback sur un précédent point haut, c'est-à-dire que le marché avait buté contre les 90, dépassé les 90. Il est venu se reposer sur ce niveau et le RSI nous a également donné le timing parfait. Donc lorsque vous combinez toutes ces approches, vous pouvez effectivement avoir des signaux extrêmement puissants. Alors dans la deuxième partie, je reviens sur les raisons qui m'ont incité à m'intéresser aux indicateurs techniques et pourquoi ils sont incontournables dans ma méthodologie encore aujourd'hui. J'ai réellement perçu la puissance des indicateurs techniques lors du crack de 98. J'étais à l'époque analyste technique au sein de l'un des plus prestigieux cabinets d'analyse technique, j'en perds mes mots, en Europe. Ce cabinet était spécialisé dans les vagues d'Elliott. Je me souviens même qu'on nous avait à l'époque imposé la lecture du livre de Prechter, la Bible sur les vagues d'Elliott. Cette expérience, elle m'a marqué, puisqu'elle m'a révélé l'importance de la psychologie humaine. Elle m'a également permis de me convaincre d'une chose. Nul n'est infaillible sur les marchés, il n'y a pas de gourou. Effectivement, à mes débuts, je me suis dit, voilà, je vais arriver en salle de marché, je vais me retrouver face à des gens super brillants, super intelligents, des gourous. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de psychologie, et que ces personnes n'étaient pas infaillibles. D'accord? Même en étant diplômé des meilleures écoles, etc., nul n'est infaillible sur les marchés. Donc, il faut une bonne dose d'humilité, être humble sur les marchés. Durant l'été 98, tous les analystes de la salle, du cabinet en question, après avoir, et c'est important de le préciser, après avoir été extrêmement baissiers durant la première moitié de 98, pendant toute la première moitié de 98, ils étaient bearish. Donc les clients, quand ils les appelaient, ils leur disaient le marché est vendeur, le marché est vendeur, le marché est vendeur. Puis dans la deuxième partie, lorsqu'on a eu une belle hausse, tous ces analystes sont devenus haussiers. Et c'est clairement la caractéristique des bulles spéculatives. C'est-à-dire que même les experts se trompent durant les bulles spéculatives. Et même les experts n'ont pas le courage d'avoir une opinion. Pourquoi?
Parce qu'il est préférable de se tromper avec le troupeau que d'avoir raison tout seul. Parce que si tout le monde se trompe, c'est pas grave, tout le monde s'est trompé. Mais si vous êtes le seul à s'être trompé, eh bien effectivement tout le monde vous pointera du doigt. Donc il vaut mieux avoir tort avec la foule que raison tout seul. C'est beaucoup moins risqué. Et donc durant l'été 98, tous les analystes de la salle étaient devenus haussiers. Et lorsque la bulle débute, et ça c'est important, ça c'est un cas d'école, lorsqu'une bulle débute, la plupart des analystes et des gérants sont pessimistes. Et lorsque la bulle s'amplifie, on a généralement un engouement qui est général et c'est souvent le moment que choisit le marché pour se retourner. D'accord ? Pour ma part, j'ai opéré à contre-courant en étant haussier durant la première moitié de 1998, puis baissier par la suite. Et je vais vous révéler juste après les raisons. Une chose est sûre, il est difficile d'être contrariant car vous ne vous faites pas beaucoup d'amis. D'ailleurs, la plupart des traders, clients de ma société, souhaitaient me parler. Et cela n'a pas plu à tout le monde. Ironie de l'histoire, malgré cette anticipation réussie, eh bien, j'ai eu une aventure malheureuse avec mon entreprise puisque j'ai été forcé à la démission. Mais d'une certaine manière, il y a une morale dans l'histoire puisque bon, j'ai super bien rebondi, j'ai appris de cette expérience et je sais que c'est le cas dans de nombreuses entreprises. Il ne sert à rien de vouloir être trop bon. Et c'est la raison pour laquelle, à un certain moment, si vous estimez que vous n'êtes pas dans votre environnement, travaillez pour votre compte. C'est ce que j'ai choisi de faire. Cette expérience m'a incité à devenir indépendant et à ne pas travailler pour quelqu'un. Donc pourquoi ce diagnostic baissier ? À l'époque, tous les indices boursiers présentaient de magnifiques divergences baissières comme le CAC 40 sur une base hebdomadaire. On le constate, le marché qui dessine un nouveau plus haut, mais le RSI qui dessine une magnifique divergence baissière qui est validée. Cette divergence a d'ailleurs été validée dès le mois de juillet sur une base jour. On voit ici la cassure de la zone de neutralité, signal extrêmement vendeur. Ce diagnostic était d'ailleurs conforté par des signaux extrêmement vendeurs sur des valeurs financières, comme la Société Générale. Vous voyez ici, magnifique divergence qui est validée. Mais également le titre AXA, très belle divergence. Vous voyez le RSI qui casse, la zone de neutralité qui est enfoncée, signal extrêmement vendeur. Et il fallait effectivement se positionner vendeur. C'est ce que j'avais fait à l'époque puisque j'avais réalisé une magnifique vente à découvert sur le titre AXA. Tout était évident. Il ne fallait certainement pas rater cette opportunité. J'en arrive à présent à la confirmation. Effectivement, donc j'ai été convaincu par l'épisode 98 de la pertinence du RSI et des indicateurs techniques. Mais ce n'est pas suffisant. Alors j'ai eu d'autres événements importants. Il y a eu le marché haussier sur le dollar en 99. On avait eu auparavant le crack de 97. Mais effectivement, c'est important d'avoir des confirmations et des confirmations majeures. Et cette confirmation s'est faite en mars 2000. Et mars 2000, c'est la bulle spéculative des valeurs technologiques. Et cette bulle spéculative était une ampleur inégalée, avec des entreprises qui avaient enregistré des progressions de plusieurs milliers de pourcents en 2 ans, 3 ans maximum. On avait d'ailleurs une hystérie collective et des ouvrages de certains gourous en vogue qui titraient même le dos à 100 000. On ne dépassait pas les 10 000 à l'époque. D'accord ? Donc, hystérie collective, folie, tout le monde est acheteur, tout le monde considère que le marché va continuer à progresser. Je donne une conférence au Salon de l'analyse technique en mars 2000, quelques jours avant la fameuse dégringolade. Et je tiens les propos suivants. Le marché est autour d'un niveau charnière. Si le RSI casse, je passe baissier. Le lundi qui suit la conférence, l'indicateur valide une divergence. Et j'envoie la recommandation de vente, une recommandation de vente très négative à tous mes clients. Comme on peut le constater, les divergences sont validées.
le marché, le RSI casse la zone de neutralité et 2 jours après la conférence, j'étais vendeur. Cette divergence était d'ailleurs présente sur la plupart des indices boursiers mondiaux, comme par exemple le DAX 30. On voit ici une magnifique divergence baissière sur l'indice de référence allemand. Sur le CAC 40, on le voit sur les sommets, magnifique divergence baissière qui est validée et qui donne lieu à un super marché haussier. Vous voyez que la zone de neutralité sert de résistance pendant toute la baisse. Le titre Vivendi, on voit également une divergence sur les sommets. La divergence qui est validée, le titre Vivendi qui s'effondre. Je sais qu'il y a énormément de petits actionnaires qui avaient acheté le titre autour de 100, 120 euros. On voit qu'avec ce signal, on aurait pu anticiper le retournement et qu'il aurait fallu justement sortir de sa position beaucoup plus tôt. Cet épisode de mars 2000 m'a prouvé l'efficacité des indicateurs techniques une fois de plus. Il m'a prouvé que dans les situations excessives, les indicateurs techniques étaient d'une efficacité redoutable et qu'il fallait à tout prix les utiliser. Mon conseil, et vous pouvez effectivement le prendre en compte, vous n'êtes pas obligé, mais je pense qu'il vaut mieux le prendre en compte. Mon conseil, c'est que quand les meilleurs experts de la planète vous disent « c'est la fin du monde », étudiez d'abord les indicateurs techniques avant de suivre leurs conseils. Ou alors quand ils vous disent inversement, quand ils vous disent il faut acheter, le Dow Jones va monter à 100 000, étudiez les indicateurs techniques. Ayez toujours cet esprit contrariant. Pensez contre le consensus. D'accord ? Le plus important, c'est le marché. Évitez de suivre les consensus. Vous verrez que si vous suivez ce conseil, vous irez très très loin. Alors, il y a une question que me posent beaucoup de personnes. La question c'est la suivante, c'est les indicateurs techniques sont-ils encore efficaces à l'ère des algorithmes de trading, ces robots de trading? Vous avez plein de physiciens, de mathématiciens aujourd'hui dans les salles de marché. Et effectivement, la question se pose. D'accord? Et cette question, elle est tout à fait légitime. Et certains experts vont même jusqu'à dire que la structure des marchés a complètement changé, que l'analyse technique ne sert à rien, etc. Qu'en est-il vraiment? Durant l'été 2007, je termine de rédiger mon bouquin « L'art du trading ». Et je note un phénomène étonnant. À l'époque, on a de nombreuses divergences baissières sur les valeurs bancaires, sur les indices boursiers, etc. Et certaines divergences étaient déjà validées. Alors, rappelez-vous, on a eu l'épisode de 2000, c'était le précédent vrai crack. Ensuite, de 2003 à 2007, le marché n'a fait que monter. Donc, on a eu un super marché haussier. Et puis, premier épisode de retournement baissier, 2007. Et vrai retournement, un retournement puissant. Et puis là, j'ai tous mes indicateurs techniques qui sont catastrophiques. Et là, je me dis, aïe, ça sent pas bon. D'accord? Et à la même période, en 2007, juillet 2007, on a énormément de fonds quantitatifs qui font faillite. Les fonds quantitatifs, ce sont ces fonds gérés par des algorithmes, par ces PhD, donc docteurs en physique, quantique, etc., qui se sont reconvertis dans la finance. Et ces gens-là font faillite. Et moi, je me dis, bon, on nous explique que les marchés ont changé, que ces gens-là vont révolutionner la finance, et ils font tous faillite. Pourquoi? Mais la réponse est simple. C'est que ces personnes ont suivi les mêmes formations, développent les mêmes systèmes, et donc, quelque part, ils se positionnent généralement dans le même sens. Et lorsque le marché ne fait pas ce à quoi il s'attendait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils perdent gros. Et donc, à l'époque, ironie du sort, le fonds quantitatif de Goldman Sachs, la célèbre banque anglo-saxonne, perd 2 milliards de dollars. Donc, le fonds géré par des robots. Et ce sont les traders discrétionnaires, donc des traders comme vous, comme moi, des humains, qui vont compenser la perte en réalisant un gain de 4 milliards de dollars en pariant sur la baisse. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que finalement, le robot, il ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Mais il y a toujours cette intuition humaine, cette expérience, ce savoir-faire. Et ça, la machine, vous ne pouvez pas tout lui transmettre. D'accord? Par contre,
en devenant un professionnel du trading, eh bien, vous serez capable effectivement d'anticiper ce type de mouvement. À l'époque, mon diagnostic était très baissier. Je vous montre les choses de manière extrêmement honnête, extrêmement transparente. Pourquoi mon diagnostic était baissier? Eh bien là, regardez. On a le graphique du CAC 40. On a le MACD qui casse un niveau très important, un gros support sur lequel le MACD s'était posé depuis 2003-2004. D'accord? Donc un gros support. Pour la première fois, on le casse. Pour moi, signal très vendeur. D'ailleurs, durant l'été 2007, on peut aller plus loin. On a tous les économistes qui nous disent c'est une exagération. Même Patrick Artus, le célèbre économiste, qui nous dit rien sur le plan fondamental ne permet de justifier la baisse. Merci monsieur Artus, mais l'expérience m'a prouvé que quand quelqu'un nous dit rien sur le plan fondamental ne permet de justifier la baisse, c'est qu'il y a parfois des raisons cachées qui vont effectivement apparaître, mais bien plus tard, ou parfois tout simplement le marché qui psychologiquement a envie de progresser ou de baisser. Tout simplement, on n'a pas besoin d'avoir des fondamentaux pour appuyer une raison. Je vais effectivement développer ce point juste après. Sur une base hebdomadaire, donc vous voyez magnifique divergence sur le CAC 40 baissière. Cette divergence a été validée. On a la cassure de la zone de neutralité et un retournement majeur du CAC 40. Le signal était limpide. Il ne fallait pas développer d'algorithmes de trading extrêmement sophistiqués. Il ne fallait pas faire des études extrêmement pointues. Il fallait juste avoir du recul, le courage de prendre la position, le courage de la voir, de la percevoir. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils voient ce signal, ils n'ont pas envie d'y croire. Ou alors ils écoutent les Patrick Artus et compagnie. Écoutez ce que vous dit le marché. C'est le plus important. La Société Générale qui donne un signal similaire. On voit une magnifique divergence. On voit la cassure de la zone de neutralité par le RSI. Divergence baissière qui est validée. Signal qui est extrêmement clair, extrêmement limpide. Aucune ambiguïté. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Enfin, la banque Morgan Stanley, donc banque d'affaires américaine très célèbre, très connue. Et on voit que dès le mois de juillet 2007, on a un magnifique signal vendeur, divergence baissière, le titre qui tape les 90, qui valide le signal, donc aux alentours des 70 $, 70-80 $. Et signal vendeur, le marché baisse fortement, le RSI qui reste vendeur pendant toute la baisse. Il fallait effectivement se positionner à la vente. Aucune ambiguïté, une fois de plus. J'ai envie, pour effectivement, avant de faire cette transition vers la quatrième partie, de dire, j'ai rencontré pas mal de personnes qui expliquent que l'analyse technique n'est efficace qu'à court terme, des économistes ou même des professionnels de marché qui nous expliquent que l'analyse technique n'est efficace qu'à court terme. Moi, j'ai envie de leur dire, vous n'avez rien compris à l'analyse technique. Et j'espère que les précédents exemples vous ont convaincu que l'analyse technique pouvait être extrêmement puissante à long terme et que ces personnes devraient se plonger dans la lecture de mes bouquins parce qu'effectivement, il y a plein d'exemples qui leur permettront de prouver le contraire. Alors, je sais que malgré ces exemples, il y a toujours des personnes qui sont sceptiques, qui se disent c'est trop facile, ils nous montrent des exemples concrets, etc. Là, je vais revenir sur quelques analyses, notamment des analyses publiques faites au salon de l'analyse technique. Et ça vous permettra effectivement de voir comment moi j'analyse le marché, etc. Alors, je reviens sur le salon de l'analyse technique en 2009. Donc en 2009, le marché s'est littéralement effondré. On est passé des 6000 à 2500. Donc, on a perdu plus de 50%. Et à l'époque, effectivement, on a plein de gourous très médiatisés, dont Nouriel Roubini, qui nous disent c'est la fin. Le marché va s'effondrer, c'est la catastrophe, etc. Et moi, mon premier réflexe était de me dire c'est bien gentil tout ça, mais quand tous les experts me disent c'est la fin du monde, moi j'ai envie de regarder des signaux positifs. Et donc en mars 2009,
on a cette petite divergence haussière sur le CAC 40 en weekly. Donc c'est ce que j'explique aux personnes qui participent à ma conférence. Je leur explique qu'effectivement on a cette divergence, que le signal n'est pas encore acheteur, mais il y a tout de même un début. Mais je leur montre le graphique du pétrole. Et je leur dis ce signal est très très acheteur. Le pétrole était passé, pour rappel, de 150 $ à 30 $ au plus bas. Et puis là, on a un petit retournement. Vous voyez cette divergence qui est magnifique et qui est validée. Et pour moi, c'est un signal très positif et il fallait être sur le qui-vive. Pourquoi? Parce que le pétrole, c'est un indicateur avancé de la santé de l'économie. Quand l'économie se reprend, généralement, il y a une demande plus importante pour le pétrole. Et donc, à partir de là, on a effectivement un retour de la croissance. Donc, qui dit hausse du pétrole dit probable reprise économique. Donc, à partir de cet indicateur, je me suis dit signal assez positif, mais pas encore validé sur une base hebdomadaire. Et donc, pour moi, effectivement, il fallait prendre en compte ce signal. À la même période, j'enseigne le trading et l'analyse technique à des jeunes étudiants qui n'ont même pas 22 ans, qui ont 20 ans, 21 ans pour la plupart. Donc des étudiants de Dauphine en L3, je leur donne un cours sur le trading et l'analyse technique. Et je leur enseigne les indicateurs techniques, le RSI, les divergences, la zone de neutralité, etc. À l'époque, donc, on a un consensus des experts qui est très baissier. Et mes étudiants, effectivement, retiennent la leçon du consensus, de cette analyse contrariante, mais également de l'importance de la zone de neutralité. Et à l'époque, à la même période, j'ai un gourou très célèbre qui me contacte pour publier un livre. J'accepte parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que pour moi, c'est quelqu'un, effectivement, qui a beaucoup apporté à l'analyse technique. Et en lisant son bouquin, je m'aperçois qu'il est super baissier. Dans son livre, c'est la cata, le marché va s'effondrer, etc. Moi, je le préviens, je lui dis attention, on est en train de vivre une période de retournement assez importante. J'ai des indicateurs techniques qui sont assez haussiers, méfie-toi. Il me dit non, je suis vraiment baissier. Donc, il publie malgré tout son bouquin. 2/3 des experts de Wall Street à l'époque, en juin 2009, sont baissiers. C'est le consensus de CNBC. Donc, on a 2/3 des experts financiers de Wall Street qui sont baissiers. Et mes étudiants, donc, qui passent leur examen en juin, donc ils me font leur analyse technique. Et 80% de mes étudiants me rendent des copies avec un diagnostic très haussier. C'est assez drôle et pourtant vrai. D'accord? Et ce qui est étonnant ici, c'est que justement, on voit bien que il ne faut pas suivre les gourous et que des jeunes bien formés peuvent de loin battre ces gourous. Alors, 5e partie. Ça, c'est important. On va revenir sur la méthode. Est-ce que cette méthode peut marcher pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut utiliser l'indicateur technique, le RSI, et gagner avec cet indicateur technique? Alors, qu'en est-il vraiment? Ici, je vais revenir rapidement sur certains trades effectués par mes étudiants et je vais vous donner ma réponse en fin de vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un copier-coller des analyses de mes étudiants et je n'ai fait que reprendre leurs analyses tout simplement. Alors, on va commencer par Philippe. Philippe, avant de rejoindre TKL Trading School, a suivi plusieurs méthodes, plusieurs formations qui se sont révélées désastreuses. Il m'a d'ailleurs fait un témoignage très élogieux et je l'en remercie. Ici, dans ce trade, il effectue un scalp. Comme on peut le constater sur le graphique, l'indicateur technique s'est posé sur la zone de neutralité, le RSI, ce qui constituait un niveau très intéressant pour se positionner à l'achat. Il se positionne à l'achat, le marché accélère à la hausse, excellent trade, rien à dire. Nous allons à présent étudier le trade de Pierre-Yves. Pierre-Yves, c'est un étudiant très discipliné, très rigoureux et personnellement, je suis convaincu par son potentiel. Alors, il nous fait un trade qui est magnifique. Pourquoi? Parce que l'indicateur technique vient se poser sur la zone de neutralité et il n'y avait aucune ambiguïté sur le signal. Donc, un trade assez facile. On a un indicateur qui est positif, qui est au-dessus de la zone de neutralité, qui vient se poser sur un support. Le stochastique, idem. Il ne fallait certainement pas hésiter. J'attaque à présent le trade de Jérôme. Jérôme, c'est un ancien joueur de poker professionnel, champion d'échecs.
Et je trouve que cette expérience lui a énormément apporté en trading. Alors bien évidemment, il y avait des choses à retravailler, mais il a eu l'humilité de faire ce travail, de se remettre en question. Par ailleurs, c'est un travailleur acharné et c'est clairement une qualité indispensable pour réussir sur les marchés. Et donc ici, on peut noter que tous les indicateurs sont extrêmement haussiers et son trade est effectivement extrêmement limpide sur le plan du timing, etc. Rien à redire. Les indicateurs techniques étaient haussiers, le RSI s'est posé sur la zone de neutralité. Jérôme a pris le trade, bravo à lui. Nous allons à présent étudier les trades de Serge, puisque effectivement Serge a effectué une série de 6 trades rapides gagnants en travaillant le 1 minute. Alors je ne vous conseille pas de faire ça à court terme, mais bon, là c'est juste pour l'exemple, pour illustrer l'importance et la pertinence des indicateurs techniques. Et vous noterez que les indicateurs, le RSI, est pertinent aussi bien à court terme qu'à long terme. Ici, on voit un marché qui est baissier, le RSI qui est en dessous de la zone de neutralité, il bute contre la zone de neutralité, signal évident, il fallait effectivement jouer essentiellement le marché dans le sens de la baisse. J'arrive à présent au trade de Myriam. Myriam qui a rejoint TKL en début d'année. Myriam qui a toujours été passionnée par le trading et par les marchés financiers. Alors elle n'avait aucune connaissance des marchés, mais elle avait cette passion pour le trading. Et elle a réalisé une progression fulgurante en un laps de temps très court. Alors ce que j'aime chez Myriam, c'est qu'elle publie quotidiennement ses trades, elle analyse le marché rigoureusement et cela lui a permis de progresser mais à vitesse grand V. Dans ce papier, elle évoque 2 trades gagnants. Le premier trade est une vente sur l'or. Vous voyez le RSI, 21, on est en dessous de la zone de neutralité, aucun problème. Le stochastique, idem, donc signaux très vendeurs. Elle fait son trade et effectivement, le trade se révèle un trade gagnant. Le deuxième trade est un trade sur le câble. Alors, vous pouvez constater la divergence haussière sur le RSI, la zone de neutralité qui est cassée, le signal qui est acheteur, accélération assez importante, assez puissante du câble. Magnifique trade acheteur de Myriam sur le câble. Nous allons à présent étudier le trade de Nathalie. Alors, Nathalie qui est psychologue de formation, et qui a toujours été fascinée par les marchés. Elle décide d'ailleurs de nous rejoindre début 2012. C'est une travailleuse acharnée. Elle a également réalisé des progrès considérables. Et comme Myriam, elle était une parfaite débutante. Aucune formation en finance, elle ne vient pas de ce monde. Et franchement, quand je vois les progrès réalisés par mes étudiants, je me dis ils sont certainement bien meilleurs que beaucoup de personnes qui travaillent dans la finance, parce que quand on voit les analyses erronées de certains gourous, on peut se poser des questions. Donc effectivement, TKL Trading ne forme pas seulement au trading, elle peut également vous former à l'analyse de marché. Alors ici, il s'agit effectivement de 2 trades gagnants. Et donc sur le S&P, sur le dollar suisse. On va les étudier en détail. Donc ici, effectivement, on voit un achat sur le dollar suisse. Magnifique divergence, trade assez limpide. Nathalie a acheté. Et effectivement, il n'y avait aucune ambiguïté. Alors ici, le deuxième trade, j'ai repris un autre trade, c'est un trade, une vente sur le dollar canadien. Idem. Vous voyez le RSI qui casse la zone de neutralité, qui est très vendeur. C'est limpide, aucune ambiguïté. Il fallait vendre le dollar canadien. Enfin, j'arrive au trade de Thierry. D'ailleurs, Thierry a l'humilité de dire bol ou TKL attitude, mais bon, je dirais travail. Pourquoi? Parce que Thierry est un travailleur acharné. Il est très observateur, très méthodique. Il a décortiqué mes cours. Il me pose plein de questions. Et je pense que c'est la règle, la solution. Pour réussir dans un domaine, vous devez travailler dur, vous devez vous poser les bonnes questions, vous devrez effectuer vos recherches, etc. Chez TKL, on essaie de vous aider au maximum, d'accord? Et le but, c'est justement de diminuer cette phase d'apprentissage qui, à mon sens, est clé.
Thierry effectue un trade gagnant sur le Crédit Agricole, donc on voit que les indicateurs techniques sont limpides et que effectivement les signaux étaient assez clairs. Ce qui est intéressant avec ce signal, c'est que justement, on peut utiliser ce RSI sur tous les marchés, les futurs, les actions, les CFD, le Forex, les matières premières, etc. Le RSI fonctionne à merveille, c'est un indicateur qui est extrêmement pertinent, extrêmement puissant, et j'espère que d'ailleurs vous avez pu constater la puissance du RSI, et je vous conseille vivement de l'intégrer à votre panoplie d'indicateurs. Attention, recourir à un indicateur ne suffit pas pour battre les marchés, vous devez également être rigoureux, discipliné, patient, etc. Alors, je suis ravi d'avoir, animé cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer, ça me fera super plaisir. Vous pouvez également laisser un commentaire, me poser une question. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et merci pour tout.